De retour en métropole après un déplacement parlementaire à La Réunion, tout à fait passionnant, absolument passionnant, où j'ai pu apprendre beaucoup et comprendre la réalité de la vie des Réunionnais dans un contexte qui est un contexte local très lié aussi à la géographie, aux faits insulaires et qui nécessite beaucoup d'importations, et c'est une des raisons qui explique des prix exorbitants, qui est un des premiers points qui m'a frappé. Il suffit de faire ces courses ne serait-ce qu'une fois, en tout cas moi la première fois, j'ai été très impressionnée par des prix exorbitants, et quand on pense aux salaires, aux pensions de retraite des Réunionnais, on se dit que c'est absolument intenable, et on comprend la bataille dans les Outre-mer contre la vie chère. Mais c'est cette spécificité est aussi liée aux faits insulaires, donc je disais les importations, qui font partie des raisons de prix qui sont des prix exorbitants, mais aussi une réalité géologique sur cette terre volcanique qui fait qu'il faut aussi réfléchir à comment mieux ancrer l'île dans ses relations avec des territoires plus proches que la France ou la France métropolitaine ou l'Union européenne, et je pense en particulier à l'Afrique. Donc le voir très concrètement en allant dans ce territoire avec cet océan Indien. Alors à la fois les paysages sont absolument magnifiques, mais ça crée des contraintes pour accéder à l'autonomie. Alors autonomie qui est sans doute impossible localement, parce que cette terre volcanique ne permet pas d'être autosuffisant, mais en tout cas je pense qu'on peut chercher à gagner en autonomie et à se tourner davantage vers les territoires plus voisins. Et puis j'ai été très impressionnée par la qualité des élus que j'ai rencontrés, la qualité politique, l'intelligence politique, la vision des élus à la fois des maires, des conseillers régionaux, des députés, et je crois que cela doit beaucoup à la formation politique qui est un héritage de Paul Vergès, qui a énormément compté sur l'île, et qui fait que, et c'est frappant, qu'à chaque fois qu'on discute avec des élus qui sont très économes en mots, eh bien on ressent cette vision, cette intelligence politique, et j'avoue que c'est très nourrissant, et puis ça donne des leçons par rapport à la condescendance qu'on entend parfois en métropole à l'égard des Réunionnais, qui est un héritage du passé colonial dont il faut évidemment se déprendre. Et en étant sur l'île, en voyant cette réalité de formation politique, eh bien on se prend aussi une très belle leçon de choses. Bref, je ne veux pas être plus longue sur ce voyage, j'y reviendrai notamment par écrit, mais je voulais aujourd'hui surtout parler de l'anniversaire de la NUPES, puisque vous savez que la NUPES fête ses un an d'un accord qui s'est façonné en 13 jours et 13 nuits, et qui tient bon, même si ça tiraille, et on se rend compte à quel point aussi les grands médias, les médias mainstream en font ses choux gras, c'est-à-dire que de chaque division, propos qui peut détonner dans la NUPES, eh bien on en fait ses choux gras sans voir le fait principal qui est que la NUPES est toujours là, elle tient bon, et elle est celle qui peut nous permettre de nous conduire à la victoire, notamment dans le cadre de la tripolarisation du champ politique, puisque nous sommes passés des alternances droite classique, gauche classique à un nouveau paysage dans lequel vous avez la Macronie, qui est une sorte de synthèse et d'accélération des politiques néolibérales telles que nous les avons depuis les années 80, et puis l'extrême droite qui s'ancre et qui menace. Et donc c'est parce que nous sommes rassemblés que nous pouvons être dans le jeu et prétendre gagner et avancer vers la victoire. Je veux ici défendre pourquoi la NUPES est le bon cadre et le bon outil pour gagner. D'abord parce que elle est un cadre d'alliance assez inédit parce que autrefois on avait l'habitude d'avoir un PS dominant et un parti socialiste qui n'est pas celui de Mitterrand de 81, qui avait un programme de rupture, mais plutôt celui d'un parti socialiste rompu à l'accommodement, très modéré, voire carrément dans le fourvoiement avec le néolibéralisme, quand on l'a vu sous l'ère Hollande, et qui a déçu au point que François Hollande lui-même n'a pas pu se représenter, et que le mot gauche a été malmené et finalement détourné de son sens historique. Or là, c'est l'autre gauche, en tout cas celle qu'on appelait autrefois l'autre gauche, c'est-à-dire le pôle de rupture, le pôle de radicalité, celui qui veut prendre les choses à la racine, qui donne le ton, le là, c'est-à-dire qui est le nouveau curseur du rassemblement. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si le Parti socialiste et les écologistes
ont eux-mêmes, dans leur discours, beaucoup, se sont accaparés eux aussi le discours contre la marchandisation du monde, contre la concurrence libre et non faussée, contre l'austérité imposée, c'est-à-dire tout ce qui façonne ces politiques néolibérales, et qu'au fond, nous arrivons vers un discours commun qui était un discours qui vise une transformation en profondeur de la société et qui est à la fois sociale et écologiste. Et je dirais que ça, c'est le bien commun de l'alliance à gauche, de l'union à gauche, qui prend cette forme contemporaine et qui est une forme contemporaine ancrée dans une volonté de pas simplement faire une alternance, mais bien une alternative. Et je crois que c'est le sésame pour notamment dynamiser notre électorat dans le monde populaire et dans la jeunesse, et ça c'est quand même très important de le considérer. Alors je comprends qu'il y en a qui trouvent qu'il serait bien de refermer cette parenthèse et de retourner au système d'avant, et certains sont nostalgiques, mais je crois que ce qui fait la force de la NUPES, c'est justement d'être dans ce cadre et dans cet état d'esprit-là et cette vision du monde. Par ailleurs, la NUPES a aussi pour elle de rompre avec ce qui a structuré quand même le paysage politique à gauche ces derniers temps, c'est-à-dire l'idée de deux gauches irréconciliables. Alors ces deux gauches irréconciliables viennent d'abord de ce schisme qu'a créé le traité constitutionnel européen en 2005, puisqu'à cette époque, il y a eu l'émergence du non de gauche, celui qui d'ailleurs a permis la victoire du non dans notre pays, et le oui d'une autre partie de la gauche. Et donc la tension a été très très forte à ce moment-là. Il faut dire qu'il se jouait autour, non pas de pour ou contre l'Europe, mais de quelle Europe. Et ce que le non de gauche dénonçait, c'était la pente libérale sur un plan économique de l'Union européenne qui voulait constitutionnaliser la concurrence et la dérégulation. Or, c'est lui qui l'a emporté, et qui l'a emporté notamment en dynamisant les catégories populaires qui ont massivement voté pour ce non. Et c'est vrai que ça a laissé une fracture, et que cette fracture, avec la NUPES, est en train de se résorber, et de se résorber par le haut, je dirais, en justement faisant en sorte que cette critique de cette pente néolibérale à l'échelle européenne comme à l'échelle française fasse partie des biens communs aujourd'hui. Donc ça, c'est un point d'appui qui est important. Mais il y a un deuxième schisme qui a notamment été installé par Manuel Valls, qui est aussi important, puisqu'il a créé des divisions infernales, je dirais même des guerres intestines à l'intérieur de la gauche et de toute la gauche, puisque c'est une querelle qui remonte quasiment enfin pas quasiment, qui est presque née avec la candidate voilée du NPA, et ça remonte quand même au début des années 2000. C'est le début des années 2000, j'ai un trou sur la date exacte, c'est pas grave, vous la retrouverez dans ma note de blog qui est plus fournie sur la NUPES. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là qu'il y a eu ce schisme qui séparait en deux ceux qui étaient pour ou contre une candidate voilée. Et puis, chemin faisant, on a érigé deux camps, avec d'un côté les prétendus tenants véritables de la laïcité et de la République, autoproclamés, et de l'autre côté les méchants islamo-gauchistes. Donc, ça, je pense que c'est une vision qui est une vision non seulement caricaturale, insultante, mais aussi qui déplace le curseur des problèmes, puisque en réalité, nous avons au pouvoir des gens qui utilisent le mot République, ou alors des mots comme ambiguïté sur la République, pour au fond délégitimer la gauche que nous sommes et toute critique de leur politique, et aussi une extrême droite qui est, elle, un vrai danger pour la République. Et donc aujourd'hui, l'enjeu, c'est de dépasser cela pour se ressourcer à ce que sont les fils véritables d'une pensée républicaine, celle qui nous est issue de 1789 et qui doit être un bien commun. Et après, il peut y avoir encore des sensibilités, des divergences sur tel ou tel point pratique, mais sans faire oublier ce qu'est le corpus commun, ce qu'est le bien commun de cette tradition républicaine qui est au fondement, en réalité, de la gauche. Donc tout ça, je l'ai développé dans un livre qui s'appelle « Les faussaires de la République », qui est paru au Seuil l'année dernière, et je continue de penser que nous devrions être fiers de notre histoire et nous raccorder sur ces fondamentaux historiques pour dépasser ce schisme qui a tant divisé à gauche, et la NUPES est un point d'appui pour y parvenir. Voilà, alors une fois que j'ai dit ça, tous les atouts que sont la NUPES, cette alliance qui peut nous propulser
vers la victoire, on sait aussi qu'elle a des fragilités. Et qu'aujourd'hui, une des discussions, c'est comment la renforcer, comment mieux la faire vivre, puisque l'accord a été fait, je l'ai dit au début, en 13 jours, 13 nuits, qu'elle est assez récente, et évidemment, elle n'a pas démêlé tous les enjeux qui sont devant nous. Est-ce qu'on veut continuer à en faire un cartel ou est-ce qu'on veut quelque chose de plus inclusif? Pour ma part, j'aimerais que ce soit plus inclusif, mais évidemment, il faut avancer avec les partenaires et en ayant vraiment la volonté, l'acharnement, l'obsession, je ne sais pas comment le dire, de vouloir consolider toujours plus. D'abord, je pense qu'il faut mieux réussir à faire vivre la tension entre le besoin de pluralisme, puisque la NUPES, c'est une diversité, et que cette diversité est une richesse, donc mieux faire vivre le pluralisme d'une part, et mieux assumer la cohérence d'ensemble dont chacune et chacun doit être comptable. Or, on voit bien qu'entre les deux, c'est nécessairement une tension et que nous cherchons le point d'équilibre qui permet d'être plus audible, plus crédible auprès des Français, et ça, il faut le faire avancer. Alors après, on peut voir quels sont les outils. On a l'inter-orga, qui doit avancer vers un fonctionnement peut-être plus fluide. On a l'inter-NUPES à l'Assemblée nationale qui fonctionne mieux, mais c'est évidemment plus facile puisque les députés ont tous été élus avec la NUPES, dans le cadre de la NUPES, et donc ils ont plus de cœur à l'ouvrage à faire réussir ce cadre commun. Et puis sans doute qu'il faut développer de bas en haut ou de haut en bas des collectifs des collectifs et des cadres pour régler d'abord mieux en interne les moments qui sont les moments de tension, de dissensus, plutôt que de les régler tous sur la place publique, et aussi pour mieux intégrer les sphères militantes, les sphères sympathisantes dans des cadres d'action qui sont des cadres d'action communs. Ma conviction, c'est que on peut se noyer dans le débat sur les modalités de fonctionnement. Par expérience, vraiment, de cadre unitaire, je sais aussi que parfois, quand on met le doigt dans l'engrenage de faux ci, faux ça dans le fonctionnement, parfois, on n'en sort pas. Donc, ce qui est bien aussi, c'est d'avoir l'idée d'abord qu'on se fédère en agissant ensemble, en faisant ensemble. Et donc, moi, je pense qu'après la campagne sur les retraites, qui n'est pas terminée, qu'il faut prolonger, continuer jusqu'à la victoire, nous pouvons également passer à d'autres campagnes. Je pense en particulier à la démocratie. Nous portons la volonté d'une 6e République et la question de qui décide aujourd'hui est une question majeure. Nous pourrions mettre en mouvement dans le pays une campagne qui justement nous rende plus forts et fasse vivre nos propositions en la matière. Et puis il y a une autre question qui est une question d'époque majeure, qui est celle de la vie chère. La vie chère, des bas salaires et des prix qui sont exorbitants. Et donc là aussi, nous avons beaucoup de propositions à faire vivre. Je pense en particulier à l'indexation des prix sur l'inflation ou alors à l'encadrement des prix, des loyers en particulier, ou au fait de bloquer les prix des produits de première nécessité ou d'augmenter le SMIC. Bref, on a des choses à faire valoir dans ce débat et que nous pourrions porter dans une campagne offensive que nous mènerions tous ensemble. Il reste évidemment la question épineuse des européennes et on voit que dès aujourd'hui, c'est dans un an, alors c'est pas forcément dans la tête de la majorité des Français, mais quand on est un dirigeant politique, on sait qu'il faut commencer à travailler cette question et à se donner les moyens d'aboutir vers une liste commune. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Je pense que notre responsabilité est d'arriver rassemblés dans cette élection. Et je veux dire pourquoi. Pour 3 raisons. La première, c'est que, je le disais au début, on est dans le cadre d'un champ politique qui est tripolarisé, avec 3 pôles. Et donc, il va y avoir une bataille. Ne laissons pas l'extrême droite et la Macronie se disputer à eux seuls l'arrivée en premier au soir de cette élection européenne. Il faut que nous soyons dans le match, dans le jeu, et que nous disputions la première place, que nous puissions nous donner une chance d'être sur le podium. Si on arrive éclaté façon puzzle, évidemment, cela ne peut pas arriver. Nous ne serons pas dans ce match-là, ce qui est très regrettable aussi pour la suite des événements. Par ailleurs, si nous voulons gouverner ensemble, les européennes peuvent être une chance de mieux travailler notre vision commune, notre discours commun sur les européennes. En pratique, et Manon Aubry ne cesse de le dire, et elle a bien raison, en pratique, nous avons des convergences qui sont infiniment plus grandes que nos divergences. Et au Parlement européen, les votes communs sont majoritaires, archi-majoritaires par rapport aux votes où nous ne serions pas ensemble. Donc c'est important à avoir en tête et je me dis que si on est ensemble, eh bien on a l'occasion là de travailler notre position plus avant. Donc ces européennes peuvent être une chance et non pas une épine dans le pied si nous le prenons dans ce sens-là. Et enfin,
Je pense que, comme je disais tout à l'heure, il faut faire ensemble, faire campagne ensemble, eh bien, sera forcément une manière de rendre plus inclusive la NUPES. À l'inverse, à contrario, vous savez bien que si on part séparé, chacun va vouloir faire vivre sa différence. C'est logique, c'est les logiques de campagne autonome. Donc pour ne pas faire vivre ces différences plus avant et pour essayer d'être plus inclusif, eh bien, notre responsabilité, c'est de faire ensemble. C'est pourquoi je suis pour essayer, par la force de la conviction, de convaincre les militants de toutes nos organisations politiques d'ouvrir ce chemin commun pour l'échéance européenne. Mais quoi qu'il advienne, je crois qu'il n'y a pas d'autre chemin que la NUPES pour nous conduire vers la victoire. Et je suis convaincue, et d'ailleurs j'ai vu le sondage hier qui est un sondage qui dit que 76% de l'électorat de gauche est pour une liste commune aux européennes, et c'est une manière de dire l'attachement à cette union, à cette alliance, parce qu'il y a de la lucidité dans le pays sur le fait que sans ce rassemblement, nous laissons la place aux autres et que les dangers sont immenses. On disait autrefois, Rosa Luxembourg disait socialisme ou barbarie, et bien sans doute qu'aujourd'hui nous sommes devant cette même dramatisation de notre histoire, parce que c'est écosocialisme ou barbarie, et donc nous devons prendre la route, le chemin qui nous mène vers la victoire et qui empêche les monstres de revenir. Je suis convaincue que nous pouvons en trouver l'énergie et en avoir la responsabilité, l'intelligence politique.